48 otages israéliens vivants ou morts doivent être remis ce lundi par le Hamas à Israël avant la visite de Donald Trump à Jérusalem, l'ouverture du sommet pour la paix à Sharm el-Sheikh. 2 ans après le 7 octobre 2023, cet échange contre 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité et 1700 détenus de Gaza marque un moment décisif. La question des otages, par les objectifs de guerre du gouvernement Netanyahou, mais toujours au cœur des préoccupations israéliennes, ouvre-t-elle la voie à la paix ou à une trêve? Bonjour Ariel Kolonomos. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des relations internationales. Alors qu'est-ce que l'on sait sur le déroulé de cette opération qui a déjà débuté, semble-t-il? Cette opération est une trêve et qui implique donc deux choses. C'est la libération des otages israéliens, les personnes qui sont vivantes, semble-t-il 20 otages, et également les corps des otages qui sont morts à Gaza. Et cette libération implique un arrêt de l'usage de la force par Israël. Et c'est là une première étape. Il n'y a pas de paix entre Israël et le Hamas. Cet accord, il prévoit, c'est un accord qui a été discuté entre les États-Unis et Israël, ainsi qu'avec d'autres pays arabes. Cet accord prévoit ensuite d'autres étapes, notamment le désarmement du Hamas. Et les États-Unis comme Israël ont été assez clairs. Si ce désarmement n'intervient pas, à ce moment-là, les opérations militaires peuvent reprendre. Donc tout ça est très conditionnel. Et puis à terme, dans cet accord, il y a en effet mentionné l'idée d'une constitution progressive d'un État. Mais il ne s'agit pas d'un accord de paix. Donc ces otages doivent être remis à la Croix-Rouge et il s'agit de le faire sans images, contrairement à d'autres échanges qui avaient été faits auparavant, Ariel Kolonomos. Oui, il y a eu déjà des libérations d'otages à fin 2023 et également début 2025. Il y a eu des scènes qui ont profondément marqué les Israéliens. Des scènes assez belliqueuses. On libère des otages et en même temps on fait montre de sa force et on les humilie. Là, cette fois-ci, les choses sont différentes. Et ça, c'est un signal plutôt positif. Il s'agit de faire en sorte pour que, éventuellement, les choses puissent ensuite progresser. Dans les accords précédents, on était au milieu de la guerre et ce n'était pas un mystère. Donc il faut envoyer des signaux positifs à la fois du côté du Hamas et du côté des Israéliens qui vont libérer des Palestiniens. Bon, des otages, il y en a dans toute l'histoire pratiquement du conflit israélo-palestinien, mais cette prise d'otages, celle qui a accompagné le massacre du 7 octobre 2023, s'en distingue. Oui, c'est la première. Il y a une très longue histoire des prises d'otages qu'on peut faire remonter aux années 60 avec les détournements d'avions notamment, et puis ensuite des personnes, une ou deux personnes qui sont prises en otage. Mais ici, c'est bien différent parce que d'une part, il s'agit de 250 personnes qui sont prises en otage le 7 octobre, et ensuite, la question des otages est intrinsèquement liée au déroulement d'un conflit d'une très grande ampleur. 2 années de guerre, d'une guerre brutale, sanglante. Et ces otages vont avoir un rôle crucial. C'est-à-dire que, vous, les médias, vous avez couvert cette guerre, vous avez commencé avec les otages, et vous allez peut-être, et on l'espère, terminer avec les otages, avec leur libération. Et au cours de la guerre, ce qui est très intéressant quand on étudie les conflits, c'est de voir le rôle de ces otages qui ont été finalement le nœud central du conflit. Le Hamas pense à la fois attire Israël, mais pense se protéger d'Israël en jouant avec la vie de ses otages et en faisant un chantage.
Et en même temps, Israël refuse justement cette logique du chantage, donc va utiliser une force extrêmement brutale. Et ils vont changer leurs règles de bombardement. Enfin bon, il y a toutes sortes de mesures qui sont mises en place et de pratiques. Et puis ensuite, les otages peuvent jouer le rôle de décélérateur. C'est-à-dire que, parce il y a des négociations par État, aussi à travers le Qatar et d'autres intermédiaires. Et là, à ce moment-là, les otages sont un décélérateur. Et il y a eu des pauses. Mais ensuite, les otages, quand finalement les combats reprennent parce que finalement les règles de la pause sont violées, eh bien les otages, il s'agit de rattraper le temps perdu et de faire pression à nouveau. Parce que la doctrine israélienne, c'est de dire si la pression est maximale, c'est ce qui va permettre la libération des otages. Mais l'intérêt israélien était de défaire le Hamas. L'intérêt prioritaire, c'était celui-là. Ce n'était pas de libérer les otages. Il fallait faire pression pour éventuellement obtenir la libération. Et voilà, parce que c'est semble-t-il, l'un des termes de l'alternative qui était posé au gouvernement Netanyahou, les otages ou la destruction du Hamas. Oui, parce que quand vous êtes face à un chantage, vous pouvez accepter les termes qui sont imposés par les ravisseurs et donc céder sur tous vos intérêts. Et ça, Israël avait été relativement clair, contrairement à d'autres cas de libération d'otages où Israël avait fait des concessions importantes. Cette fois-ci, les intérêts en jeu étaient trop forts. Et donc, ils ont refusé cette approche, sans peut-être être entièrement explicite vis-à-vis des familles des otages, mais celles-ci ont vite compris que c'était l'option qui avait été choisie. Et il s'agissait d'une certaine manière d'appliquer la logique du « en même temps », c'est-à-dire poursuivre l'offensive et en même temps, éventuellement, obtenir la libération. Mais c'était finalement une priorité qui était secondaire. Et ensuite, le changement est intervenu aussi avec l'intervention des Américains. Dans les modalités ou les conditions de l'échange, il y a toujours un multiplicateur entre le nombre d'Israéliens libérés et le nombre de Palestiniens qui sont également libérés. Donc là, on a une vingtaine d'otages vivants contre 250 prisonniers condamnés à perpétuité et 1700 détenus de Gaza. Comment expliquer ces chiffres, Ariel Konomos? Oui, la disparité a toujours été très importante. Déjà pendant les années 60 et aussi lors de la libération du soldat Gilad Shalit. En 2011, libéré par le Hamas contre 1027 prisonniers palestiniens. Ici, la différence est significative. 48 otages, 20 personnes vivantes, 28 corps, contre 250 personnes qui sont des condamnés pour des peines extrêmement lourdes, parce que condamnés pour meurtre, et 1700 personnes qui sont des prisonniers, dont le statut n'est pas très clair, qui ont été faits prisonniers pendant le conflit. Alors cet écart est important, mais ce que l'on remarque, c'est qu'il est moins important qu'auparavant. Parce que lors de la libération de Gilad Shalit, le multiplicateur était de 1027. Et ce n'est pas du tout, le cas ici. Mais ce qui compte, au-delà des nombres, c'est qui est libéré. Gilad Shalit était extrêmement connu du fait de sa captivité unique. On a l'impression qu'il y a aussi une règle pratiquement médiatique. La campagne menée en faveur de la libération de Gilad Shalit a été très forte. Elle a été principalement menée par son père. Et c'est lui qui a été vraiment à l'œuvre dans cette campagne qui a été internationale, puisque vous le savez, Gilad Shalit avait une double nationalité, il était franco-israélien. Et la France également a joué un rôle. Il était devenu l'enfant de la nation. C'était un tout jeune homme qui avait 18 ans. Mais ici, à nouveau, le nombre le nombre d'otages qui étaient en jeu, on ne pouvait pas appliquer ce multiplicateur. Et puis, parce que sinon, il aurait fallu libérer des dizaines de milliers de personnes. Et
et les intérêts étaient trop importants. Mais les familles des otages en Israël ont eu un rôle très important dans la pression qui a été exercée sur le gouvernement. Mais à nouveau, je pense que le dénouement qui a eu lieu tient plutôt à l'intervention des États-Unis. Qu'est-ce que l'on peut imaginer maintenant? Bon, alors, ça n'est pas un plan de paix. Non, ce n'est pas un plan de paix, c'est simplement une étape et on ne peut qu'espérer que finalement un certain nombre d'objectifs, justement un arrêt durable de l'usage de la force et ensuite une reconstruction de Gaza avec eh bien une autorité qui va exclure le Hamas. Mais toutes ces choses-là sont très, très hypothétiques. Le chemin est encore très long. L'avenir de Netanyahou? L'avenir c'est un homme qui là est mis en difficulté parce que il n'est pas dit du tout qu'il était favorable à un tel accord. Et compte tenu des membres de sa coalition, cet accord implique le fait qu'Israël ne va pas réoccuper Gaza. Et les membres de sa coalition ne le souhaitent pas. Donc il va être mis en danger. Et du point de vue de sa politique interne, mais c'est un homme qui a énormément de ressources et qui est capable de rebondir dans n'importe quelle situation. Ariel Kolonomos, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir été dans les enjeux internationaux.